cette égalité, eh bien, c'est ce que l'on trouve lorsque l'on développe, la condition d'équilibre pour un système chimique, ici un système électrochimique. Lorsqu'on développe la condition d'équilibre, c'est-à-dire la variation d'énergie chimique est égale à 0 lorsqu'on est à l'équilibre, eh bien, on aboutit à cette égalité ici. Je vous rappelle, on avait exprimé le potentiel chimique de l'électron, donc avec un terme d'énergie électrique, faisant apparaître donc le potentiel E. Donc ce potentiel E qui est mesuré par rapport au système de référence ENH, et donc on obtient une égalité qui correspond à l'équation de Nernst. Donc on avait établi une forme d'équation de Nernst ici pour un système simple oxydant réducteur soluble avec N électrons échangés. Donc ici, coefficient stéquiométrique N pour les électrons. L'équation de Nernst, c'est bien, on va dire l'équation qu'on va utiliser, nous, c'est cette forme-là, avec la pente de Nernst égale à 0,06 volts. On considère qu'on est à 25 degrés, donc c'est à peu près 0,06 volts. Et donc, on a l'équation, par exemple, pour un système simple oxydant-réducteur, on va avoir une équation E égale E0 du système oxydant-réducteur, plus 0,06 sur N, log de concentration d'oxydant que l'on met toujours au numérateur et réducteur que l'on met au dénominateur. D'accord, ça sera toujours dans cet ordre-là, oxydant au numérateur, réducteur au dénominateur, même si l'équation est écrite dans un sens ou dans l'autre, peu importe, on met oxydant en haut et réducteur en bas. Alors, dans cette équation de Nernst, donc on avait le potentiel standard E0, donc ce potentiel standard, on peut le relier, on a vu, au delta G0 de réduction, donc de la réaction de réduction, par cette relation-là, cette égalité-là, moins NF fois E0 ox red. Voilà, donc on relie ainsi E0 avec le delta G0 réduction. Donc on retrouve bien ici ce lien avec un paramètre thermochimique, le delta G0, la variation d'enthalpie libre de réaction de réduction ici, que l'on relie au potentiel standard du couple oxydant-réducteur correspondant. Donc voilà, donc cette équation de Nernst, donc on avait établi l'équation de Nernst, on avait fait quelques petits exemples ici, pour le couple I2, I-, et pour le couple ici, Cl au moins, Cl2. Donc on avait ces deux, ces deux exemples. Alors, je vais décaler. Voilà, donc on avait donc cette... voilà, on avait ces deux expressions ici d'équation de Nernst, donc ici pour les deux couples qu'on avait vus, donc le couple I2, I- et le couple Cl au moins, Cl2. Alors, on va poursuivre. Alors, on a dans l'équation de Nernst, donc vous savez, voilà, on a établi l'équation de Nernst, vous savez, voilà, vous devez savoir utiliser l'équation de Nernst, établir l'équation de Nernst, écrire l'équation de Nernst pour un couple oxydant-réducteur, quel que soit ce couple, d'accord, qui est des H+, ou pas mis en jeu, etc., différentes espèces mises en jeu, de l'eau, des solides, des gaz, vous devez savoir donc écrire l'équation de Nernst. Alors, dans cette équation de Nernst, il y a le potentiel standard E0. Ce potentiel standard E0, eh bien, on peut l'utiliser comme paramètre qui va nous permettre, comme potentiel qui va nous permettre d'établir une échelle de potentiel. Donc, sur cette échelle de potentiel, on va mettre à gauche les oxydants, à droite les réducteurs. On va tracer donc un axe vertical donc, qui correspond aux valeurs de E0, et on va placer donc les couples oxydants-réducteurs sur cette échelle d'oxydoréduction en E0, en potentiel standard. Ici, par exemple, le couple Cl2, Cl-, il est à 1,36 volts. Alors, sur cette échelle ici, j'ai le H+, H2, donc le couple H+, H2 qui est à 0. Donc ça, c'est le couple qui est défini, enfin qui est donné dans l'électrode normale à hydrogène. Donc ce couple H+, H2. On a la valeur E0 égale à 0 pour ce couple-là. D'accord? Vous avez le potentiel de Nernst qui est égal à 0, la concentration d'H+, qui est égale à 0, la pression d'H2 qui est égale à 1, la pression d'H2 qui est égale à 1 bar, le terme logarithmique est donc égal à 0, et le terme E0 est donc égal à 0. Donc, dans l'écriture de l'équation de Nernst pour le NH,
pour l'électrode normale à hydrogène, eh bien, les différents termes, les deux termes, E0 et le terme logarithmique, sont égaux à 0 et égaux au potentiel de l'ENH qui est égal à 0. D'accord? Donc ici, le E0, lui, il est égal à 0 pour ce couple-là. Donc je prends ce couple-là en référence, par conséquent, ici, je pourrais dire que j'ai 1,36 volts par rapport à ce couple-là, par rapport à l'ENH finalement. D'accord? Donc ici, j'ai mis simplement 1,36 volts, mais je pourrais dire c'est 1,36 volts par rapport à l'ENH. Par exemple, le couple Fer3 plus Fer2 plus à 0,77. Le couple Cu2 plus Cu à 0,34. Ici, le couple Zn2 plus Zn à moins 0,67. Donc on voit qu'on va avoir des valeurs qui vont être positives, qui vont monter au-delà d'un volt, et des valeurs négatives ici qui vont descendre jusqu'à des valeurs telles que moins 2 volts, moins 3 volts, pour par exemple les couples impliquant les métaux alcalins. Donc on va voir cette échelle de potentiel, donc le potentiel standard. On l'a établi ici en E0, mais effectivement, ça pourrait être aussi une échelle, on va avoir le même type d'échelle avec un potentiel de Nernst, par exemple, un potentiel E. Ici, on utilise donc le E0 pour cette échelle. Alors voilà, on a les différents couples. Alors cette échelle ici va nous servir à prévoir, à écrire les réactions globales d'oxydoréduction. Donc on va voir ce à quoi correspond une réaction globale d'oxydoréduction, et cela en utilisant la règle du gamma. Donc on va voir ce qu'on a donc comme réaction. Donc ici, effectivement, la règle du gamma vous permet de prévoir la réactivité ou non entre des espèces oxydantes et oxydants et réducteurs. Alors, sur cette échelle donc, de potentiel, vous avez donc les oxydants à gauche, les réducteurs à droite. Plus on monte en potentiel, plus on a des oxydants qui vont être dits forts. Plus on descend en potentiel, plus on va vers des réducteurs forts. D'accord? Donc, vous augmentez le caractère oxydant quand vous montez, vous augmentez le caractère réducteur quand vous descendez dans cette échelle. Quand on fait la réactivité donc d'oxydoréduction, donc entre des espèces oxydants et réducteurs, eh bien, on va regarder ça avec la règle du gamma. Et par exemple, ici, la règle du gamma, ça consiste en fait à tracer un gamma en partant donc d'une espèce, en allant vers une autre espèce et en bouclant ici pour tracer un gamma. Donc là, cette règle du gamma, par exemple, dans le cas des espèces des couples Cu2 plus Cu, Fe2 plus Fe, me montre que j'ai une réaction favorisée entre le Cu2 plus et le fer métal. Donc ici, j'ai une réaction favorisée indiquée par la règle du gamma, puisque le Cu2 plus, l'oxydant, et Fe, le réducteur, définissent le début d'un gamma. Donc je vais avoir le début d'un gamma, et je boucle ici, et ça me construit ma réaction globale d'oxydoréduction. Donc on va voir ça après. Ici, j'ai une réaction globale d'oxydoréduction qui est favorisée, qui est la réaction le Cu2+, plus le fer métal, donne du fer2+, plus du cuivre métal. J'ai cette réaction favorisée globale d'oxydoréduction. Donc voilà, donc cette échelle ici va me servir à utiliser la règle du gamma, mettre en utilisation la règle du gamma et de construire comme ça mes réactions, d'avoir une idée donc sur la réactivité de mes systèmes oxydants-réducteurs et de construire ici mes réactions globales d'oxydoréduction. Ce sont les réactions qui suivent le gamma ici. Vous partez de là, vous arrivez ici, ça vous définit le début d'un gamma, vous avez une réaction favorisée. Cette réaction favorisée, elle est donnée par l'ensemble du gamma. Ça plus ça donne ça plus ça. D'accord avec ça? Alors, j'ai un petit insert ici avec les électrodes de référence de laboratoire. Donc, on en avait discuté hier. En pratique, vous n'allez pas utiliser le couple H plus H2, mais des électrodes de référence de laboratoire. Donc des électrodes de référence de laboratoire. Alors ces électrodes de référence
donc de laboratoire, eh bien, c'est par exemple l'électrode au calomètre saturé. Cette électrode au calomètre saturé, elle est représentée ici. Elle s'appuie sur le couple Hg2Cl2Hg. Et voilà, vous avez une valeur de potentiel ici qui est de 0,241 volts par rapport à l'ENH. Je vous rappelle, l'ENH, on le fixe, il est fixé à 0. Et donc, vous êtes à 0,241 volts par rapport à l'ENH. Alors, si je reportais cette valeur au niveau de mon échelle d'oxydoréduction ici, donc ici on va mettre 0,24, on va arrondir. Donc ici à 0,24. Donc si je mets cette échelle-là à 0,24, donc sur mon graphe ici, sur mon échelle d'oxydoréduction, donc si je place mon échelle ici à 0,24, je vais la mettre... Donc si je place cette échelle ici à 0,24, je vais la mettre en couleur que je peux utiliser, déjà en bleu. Voilà. Donc alors, si je place mon ECS sur mon graphe, c'est à 0,24. D'accord? Donc vous allez avoir ici à 0,24 votre position ECS. Vous allez avoir donc la position de l'ECS, donc à 0,24. Donc mon ECS sera à 0,24. D'accord? Si je place donc, le CS sur mon graphe. Donc, cette électrode ECS, eh bien, elle va être à 0,24. Elle est ici. D'accord? Donc je vais placer l'ECS à 0,24 volts. Donc par rapport à l'ENH, c'est-à-dire par rapport à mon 0, ici, représenté par le couple H plus H2, ou le NH, ici, le E0 et E sont égaux à 0 pour le NH. 0,24 volts, ça me positionne là. Si je travaille avec une électrode au calomètre saturé, quel sera le E0 du couple Fer3+, si je travaille avec cette électrode au calomètre saturé? Qu'est-ce que je peux dire pour le couple Fer3+, Fer2+? Quel sera son E0? Donc à quoi sera le E0 du couple Fer3+, Fer2+? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc faire ici 0,77 moins le 0,24 de l'ECS. D'accord? Ici, vous allez écrire par conséquent que... Alors, ici, vous allez écrire voilà, E0 égale, donc ici 0,77 moins 0,24, c'est-à-dire 0,53 volts par rapport à l'ECS. Donc je peux écrire ça comme ça. Ici, si je considère le E0 du couple Fer3+, Fer2+, ben vous voyez que, en fait, vous allez mesurer donc la différence qu'il y a ici entre cette position-là, et puis cette position-là. Si vous prenez comme électrode de référence le CS. D'accord? Si je prends comme électrode de référence le CS, eh bien, je vais exprimer ça en volts par rapport à l'ECS. Et en volts par rapport à l'ECS, eh bien, je regarde la différence qu'il y a entre ma position, ici le E0 de ce couple-là, et la position de l'ECS que je vais utiliser comme référence. Donc finalement, je mesure, quand je dis ça, quand je dis E en volts par rapport à l'ECS, eh bien, vous allez mesurer l'écart qu'il y a entre ça et ça.
vous allez mesurer l'écart qu'il y a entre votre E0, le 0 que vous cherchez par exemple, et puis la position de référence que vous avez choisie ici, la position ECS. Donc vous allez avoir en fait cet écart ici qui est 0,77 finalement moins 0,24. D'accord? C'est la différence entre les deux que vous allez avoir. Alors, représenter ça sur une échelle, ben, ça vous évite parfois ça évite de se tromper éventuellement. Des fois, on n'est pas sûr de dire est-ce qu'il faut que j'ajoute 0,24 ou est-ce qu'il faut que j'enlève 0,24. Ben, si vous placez tout ça sur votre échelle de potentiel, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous voyez bien quel est l'écart. Et quand vous exprimez en volts par rapport à l'ECS, ben, ça veut dire que vous mesurez par rapport à la position ECS. Dans ce sens-là, c'est pas trop gênant, mais si vous avez des valeurs négatives à reprendre, etc., ben, on ne sait pas s'il faut additionner, s'il faut enlever. Voilà. Donc, ici, avec cette échelle-là, au moins, vous voyez bien quel est l'écart de potentiel que vous exprimez, puisque c'est en volts par ECS, par rapport à l'ECS. Donc, vous allez prendre l'écart par rapport à votre position ECS ici, qui est à 0,24 volts. Donc ça, c'est une électrode de référence que vous avez sans doute déjà utilisée, l'électrode au calomel saturé. Vous pourrez essayer de faire le petit exercice qui est proposé ici. D'accord, je vais l'agrandir un peu, parce qu'il n'en faut pas tellement. Donc ce petit exercice ici. Vous avez cet exercice-là, voilà, que vous pourrez, vous pourrez regarder, essayer de le faire. D'accord, vous regarderez cet exercice-là, vous essayerez de le faire, et on y reviendra, prochainement si vous le souhaitez. Donc voilà, donc ici, avec les valeurs de E0, donc les potentiels standards qui apparaissent dans l'équation de Nernst, on a ici la possibilité de représenter sur une échelle de potentiel les oxydants à gauche, les réducteurs à droite, avec les positions E0, et puis de voir en fait les positions relatives des systèmes les uns par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres, et puis d'utiliser ici la règle du gamma qui va vous permettre de mettre en évidence si une réaction est favorisée ou non. C'est-à-dire si elle se fait spontanément, d'accord? Ici, j'ai mis réaction favorisée, entre parenthèses, on peut ajouter spontanée, c'est-à-dire une réaction qui se fait. Vous mélangez les réactifs, oxydants, réducteurs, et vous avez la réaction qui se fait spontanément. Quand vous avez une réaction qui est favorisée, qui est spontanée, qui va se faire dès l'instant où vous mettez en présence les deux composés, oxydants et réducteurs. Une réaction spontanée ou favorisée. Ça, c'est la réaction qui est indiquée par le gamma, par la règle du gamma. Donc voilà. Pour ce slide, donc je reste 1 ou 2 secondes si vous voulez faire une copie d'écran. Alors, on a parlé donc de la règle du gamma. Donc cette règle du gamma, donc on va la retrouver en fait quand on va avoir à établir donc les réactions globales d'oxydoréduction. Alors oui, j'avais un petit passage par le potentiel standard avant. Alors, on a établi donc l'équation de Nernst. On a vu comment on écrivait l'équation de Nernst. Donc l'équation de Nernst, c'est l'équation d'équilibre. Donc l'équation de Nernst, elle vous donne le potentiel d'équilibre. D'accord? Alors cette équation de Nernst, on l'a établie donc de façon simple pour un système. On l'a établi pour un système simple oxydant réducteur soluble. Bon, si on a vu que si on a des réactions un petit peu plus compliquées, il va falloir prendre en compte en fait les différents termes de l'équation. Alors ici, par exemple, vous avez donc un paragraphe sur lequel on va regarder ce à quoi correspond le potentiel standard apparent. Alors le potentiel standard apparent, on va l'écrire E'0. Alors le E, c'est pour potentiel, le petit 0, c'est pour standard. D'accord, le petit 0 que vous avez ici, c'est pour standard, et le prime, eh bien, c'est pour apparent. Donc en fait, on a une constante
thermochimique apparente. On va voir pourquoi, enfin on la qualifie d'apparente. Donc une constante thermochimique apparente, ici E'0, le potentiel standard apparent pour un système oxydant-réducteur. Alors on va regarder ça avec le couple MnO4- Mn2+. Donc celui-là, on l'avait laissé de côté précédemment. Alors on va établir donc la réaction globale d'oxydoréduction. Pardon, l'équation de Nernst l'équation de Nernst pour ce couple-là. Donc ici, MnO4- Mn2+. Alors, MnO4- Mn2+. Donc ici, on fait on établit donc l'équation électronique, la réaction électronique. Alors, est-ce que vous voulez l'établir, cette réaction? D'accord, bon, vous l'avez sur votre document, de toute façon. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Enfin, voilà, pour l'établissement de cette réaction. Alors, je vais avoir, bon, je pense, voilà, donc quelques oui déclarés, d'autres oui, enfin non indiqués. Alors, OK. Bon, on verra ça de toute façon en TD. OK, ça marche. OK, on l'avait déjà vu. Donc, on avait déjà déterminé donc, le degré d'oxydation. On avait du manganèse plus 7 et du manganèse plus 2. Donc, on avait nos 5 électrons. Et puis ensuite, donc, on indiquait on faisait le bilan oxygène avec les molécules d'eau. 4 oxygènes, 4 H2O. Le bilan hydrogène avec adhésion H+, 4 fois 2, 8 H, donc 8 hydrogène, donc 8 H+. Et enfin, on vérifiait que c'était bien neutre électriquement, enfin, on avait bien le même nombre de charges à droite, à gauche. 8 H+, 5 E-, donc ça fait 5 E- plus 1 E- ici, ça fait 2 plus à gauche et 2 plus à droite. C'est OK. Alors, l'équation de Nernst, donc ici on a E égale E0, donc du couple MnO4- Mn2+, plus, donc ici je travaille à 25 degrés, donc je vais prendre la pente 0,06. 0,06 sur le coefficient stoichiométrique des électrons, 5. Alors, en haut, qu'est-ce que je mets? En haut, je mets tout ce qu'il y a du côté oxydant, c'est-à-dire du côté des électrons. J'ai MnO4-, mon oxydant, c'est une espèce soluble, donc je vais avoir une concentration d'MnO4- à la puissance 1, puisque mon coefficient stoichiométrique, c'est 1. Ensuite, du même côté, donc au numérateur, toujours, j'ai H+, avec le coefficient stoichiométrique 8. Donc, je vais avoir la concentration d'H+, exposant à la puissance 8. J'ai terminé, donc du côté des électrons, je n'ai que ces deux espèces-là. Je regarde maintenant de l'autre côté, côté réducteur, c'est ce que je vais mettre au dénominateur. Côté réducteur, j'ai mon réducteur qui est une espèce soluble, donc une concentration, avec coefficient stoichiométrique 1, donc puissance 1, et j'ai un terme ici de 4H2O. H2O, c'est mon solvant. Je ne m'embête pas avec le 4 ou quoi que ce soit, je mets directement 1. Je remplace tout ça par 1. Dès l'instant que j'ai de l'eau, 1 H2O, 2 H2O, etc., je remplace par 1 dans mon écriture de l'équation de Nernst. Dans mon terme logarithmique, je vais mettre 1 pour remplacer le solvant eau. D'accord? Ça serait la même chose. Si j'avais un solide, je mettrais également 1. Alors, ici, donc, je reprends mes différents termes, et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le terme d'H+. Donc, je vais séparer mon terme d'H+. Alors, pour répondre sur le... Donc, ça ne change rien, effectivement, mais voilà, quand on indique ça, si on met 1, ça évite, par exemple, de se retrouver avec une concentration d'H2O ou une concentration de solide, etc. Essayez
si vous êtes sûr de vous, bah, allez-y, c'est bon. Je ne demande pas à ce qu'il y ait le 1 forcément, mais si voilà, si pour la construction, enfin pour l'établissement d'équations de Nernst, bah, vous n'êtes pas toujours sûr, bah, le fait de mettre 1, comme ça positionne bien les différents constituants. Voilà, vous mettez bien ce qu'il faut pour chacun des constituants, et puis après, bah, vous mettez, enfin vous enlevez le 1 ou pas, voilà, suivant. Okay. Mais bien sûr, si vous avez oublié vous n'avez pas mis le 1 et puis que votre résultat il est bon, il n'y a pas de souci. Alors ici, donc, on va séparer le terme en H+, donc je vais faire un log séparé ici, d'accord. Quand vous avez le log d'un produit ou le log d'un quotient, c'est la somme des logs ou la différence des logs. Donc ici, je vais dire que j'ai un produit entre ces termes ici, MnO4-, Mn2+, et puis le terme H+, à la puissance 8. Donc je sépare ce log ici d'H+ à la puissance 8 et je mets dans le même log MnO4-, Mn2+. Donc là, j'ai oxydant sur réducteur, ce terme logarithmique ici, et j'ai un terme ici dans lequel j'ai log de H+ à la puissance 8. Alors ce que je vais faire, c'est que mon puissance 8, ici, je vais le sortir et le mettre en facteur pré-logarithmique. D'accord, je l'ai sorti ici. Il me reste donc log de H+, et log de H+, eh bien, c'est moins pH. D'accord, vous avez pH qui est égal à log de H+, donc pH égale moins log de H+, pardon, pH égale donc moins log de la concentration d'H+, donc moins log de la concentration d'H+. D'accord, donc vous avez log de H+, qui est égal à moins pH. Donc on a ça. Ici, je vais donc remplacer log de H+, par moins pH. Le 8, le 8 de la puissance 8, je l'ai mis en facteur pré-logarithmique. Et donc, j'obtiens ces termes ici. Et à ce terme-là, E0 moins 0,06 fois 8 sur 5 fois pH, plus le terme avec les concentrations oxydant-réducteur. Ce terme ici, eh bien, c'est ce que j'appelle le potentiel standard apparent. Une valeur de potentiel, une valeur que vous calculez au pH de travail. Donc, il va être défini au pH de travail. D'accord, vous allez avoir une valeur E'0 que vous pouvez calculer donc au pH auquel vous travaillez. Et donc, ce E'0, il est égal en fait à ce terme-là. Dans le cas du couple MnO4- Mn2+, vous avez ici E0 moins 0,96 fois pH. Donc voilà la droite d'évolution ici de E'0 en fonction du pH. Alors si, voilà ce que l'on a, alors on retrouve ici donc un terme E0 et plus ou moins 0,06 fois ici 8 sur 5, en fait, fois M sur N. M représente le coefficient stoichiométrique des ions H+, N représente le coefficient stoichiométrique des électrons. Donc vous allez avoir généralement un terme E'0 qui va s'exprimer comme ça. E0, alors le plus souvent c'est moins 0,06 fois M sur N, donc moins 0,06 fois M sur N, le plus souvent. Alors, il arrive sur quelques exemples que ce ne soit pas moins ici, mais plus. D'accord, bon, je l'ai mis le moins parce que c'est le cas qu'on va rencontrer majoritairement. Voilà, je vous l'ai dit ici le plus souvent comme ça. Éventuellement, vous pouvez avoir une pente positive. D'accord, une pente positive ici. Dans certains cas, par exemple, dans le diagramme potentiel pH du cuivre, vous allez avoir un segment de droite qui est positif. Et donc, vous avez un couple pour lequel, donc le couple Cu2+, Cu2O, pour lequel vous avez une pente positive, c'est-à-dire, c'est pas moins ici, mais c'est plus. Une évolution croissante en fonction du pH. Donc, on a donc cette relation ici qui nous permet donc
de relier un paramètre qui est le E'0 avec le pH. Mais on voit que ici, finalement, j'ai le potentiel qui est relié donc à ces deux termes-là, c'est-à-dire à E'0 et à mon terme ici de rapport log de oxydant sur réducteur. Donc je vais avoir le potentiel de Nernst dans cette écriture-là qui finalement dépend bien du pH également. D'accord? Vous avez ici log de H+, c'est-à-dire moins pH, donc ça dépend bien du pH. Donc j'ai mon potentiel qui dépend du pH et en fait cette dépendance, on peut l'exprimer par l'écriture ici de E'0, E'0 représentant les deux termes en fait qui sont les deux premiers termes ici, celui-ci et celui-ci. Donc ce E'0 et puis ensuite ce terme-là. Alors, si on regarde cette équation ici, celle-ci, donc vous avez ici E qui est égal à E'0 plus 0,06 sur 5 log de MnO4- sur Mn de plus. Par conséquent, de cette écriture-là, je peux dire que le potentiel standard apparent, il est égal au potentiel de Nernst à condition que les activités de l'oxydant et du réducteur soient égales à 1. C'est-à-dire, dans ce cas-là, que les concentrations de MnO4- et la concentration de Mn de plus soient toutes les deux égales à 1. Vous allez mettre 1 ici, ça va faire log de 1, ça fait 0. Ce terme-là est nul. Et donc, vous avez E'0 est égal au potentiel de Nernst, E, lorsque les activités oxydant-réducteur sont égales à 1. Voilà ce que l'on a. D'accord? Donc E'0, c'est le potentiel de Nernst avec activité égale à 1. Ensuite, j'ai cette expression-là et je peux dire que E0, c'est égal au potentiel. Le potentiel standard, il est égal au potentiel standard apparent lorsque pH est égal à 0. Et donc, si je prends tout, je vais dire que le potentiel standard, c'est le potentiel de Nernst lorsque le pH est égal à 0 et lorsque les activités sont égales à 1 pour oxydant et réducteur. D'accord? Donc, ici, vous avez E'0. Éventuellement, on peut faire des représentations de E'0 en fonction du pH. Des fois, c'est pas. Vous avez des valeurs de potentiel, des écritures de Nernst. Il faut savoir que vous allez passer donc de E'0 à E en prenant des concentrations égales à 1 mol par litre pour l'oxydant et pour le réducteur. Donc, c'est pour 1 mol par litre lorsque vous avez un tracé, par exemple, qui va vous donner des E'0. Donc, E'0, c'est lorsque les concentrations oxydant-réducteur sont égales à 1. Les activités sont égales à 1, concentration, pression égale à 1. Donc voilà, donc ici, ça c'est la définition donc, du E'0. Alors, on va l'utiliser ponctuellement donc, dans certains exercices. Je crois que je vous demande des calculs de E'0. On peut faire des représentations de E'0 en fonction du pH. D'accord? On va avoir tendance à plutôt utiliser le potentiel, même si, voilà, je pense que ce qui est défini ici, vous voyez à quoi correspond le E'0. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser éventuellement, ce E'0, pour certaines résolutions, certains tracés. Des fois, on privilégie le E'0, notamment, par exemple, quand vous travaillez toujours au même pH, par exemple, si vous travaillez toujours à pH 7, dans des systèmes, par exemple, biochimiques, vous allez travailler à pH 7, on va définir des E'0. On va définir les E'0 calculés à la valeur de pH égale 7. Quand vous allez avoir un E'0 calculé à ce pH-là. Et un potentiel exprimé avec le E'0 calculé à la valeur de pH à laquelle vous travaillez. Donc voilà, c'est ce petit paragraphe sur le potentiel standard apparent. Et on va passer donc à réaction globale d'oxydoréduction.
Alors, je réponds à la question de Gariba. Et par définition, c'est une définition en fait. On a, bien sûr, si on prend 10-2 en haut, 10-2 en bas, ça va s'éliminer, je suis d'accord. Mais par définition, le E'0, c'est pour des concentrations égales à 1 mol par litre. Par exemple, si on fait un diagramme potentiel apparent, potentiel standard apparent en fonction du pH, eh bien, il y a certaines frontières qu'on va déterminer en prenant une concentration égale à 1 et non pas une concentration égale à 10-2, par exemple. Ça sera pour une concentration égale à 1. Donc, je suis d'accord qu'un rapport de 2, même quantité, ça fait 1, mais là, ici, par définition, c'est vraiment 1 mol, une activité de 1. Donc, 1 mol par litre ou 1 bar pour si c'est une pression. D'accord? Donc, c'est vraiment 1 par définition pour le prime 0. Enfin, pour relier E'0 et E, c'est activité égale à 1. Alors, je passe donc au paragraphe réaction globale d'oxydoréduction. Alors, j'ai pris donc un exemple ici. Enfin, voilà, deux réactions schématiques écrites ici. Donc, oxydant 1, réducteur 1 avec un échange de N1 électrons, coefficient stoichiométrique N1. Réducteur 2, oxydant 2, N2. Alors, ici, on va établir donc une réaction globale d'oxydoréduction. Alors, réaction globale d'oxydoréduction, ça veut dire c'est une réaction entre un oxydant 1 d'un couple et un réducteur 2 d'un autre couple, ou un oxydant 2 d'un couple et un réducteur 1 d'un autre couple. Mais vous allez toujours avoir d'un côté oxydant 1, réducteur 2, et de l'autre côté, oxydant 2, réducteur 1. Vous aurez toujours cette écriture-là pour la réaction globale d'oxydoréduction. Donc ici, j'ai ma réaction globale d'oxydoréduction entre les couples 1, oxydant 1, réducteur 1, et les couples 2, oxydant 2, réducteur 2. Et ma réaction, c'est toujours oxydant 1, réducteur 2. Oxydant 2, réducteur 1, de l'autre côté. Donc ici, j'écris ma réaction. Alors, je vais mettre ici, si je mets oxydant 1 à gauche, plus N1 électron donne réducteur 1. En dessous, je dois donc mettre réducteur 2 si je veux avoir oxydant 1, réducteur 2 du même côté. Donc, je vais mettre forcément ici réducteur 2 et j'écris ma réaction, donc oxydant 2 plus N électrons, N2 électrons. Je fais la somme des deux. Pour faire la somme de deux réactions électroniques, quand vous faites la somme, vous devez éliminer les électrons. Donc, pour éliminer les électrons ici et ici, je vais devoir multiplier par le coefficient N2 la première et par le coefficient N1 la deuxième. Alors, on verra que éventuellement, c'est pas forcément le produit N1, N2 qu'on va utiliser, mais le plus petit multiple commun. On fera ça après. Donc là, je considère que, par exemple, j'ai ici N1 égale 2 et puis N2 égale 3. Donc là, j'ai pas le plus petit multiple commun, ça va être, je vais devoir multiplier la première par N2, la deuxième par N1, pour obtenir ma réaction globale d'oxydoréduction. Je répète encore une fois, une réaction globale d'oxydoréduction, c'est toujours oxydant 1, réducteur 2 d'un côté, réducteur 1, oxydant 2 de l'autre côté. Ou dans ce sens-là, ou inversé, mais c'est toujours 1, ox 1, red 2. Ox 2, red 1. Donc voilà, ici, donc j'ai N2, j'ai multiplié par N2 la première, N2, j'ai multiplié par N1 la deuxième, N1. Du coup, mes électrons, ça fait N1 fois N2 électrons, N2 fois N1 électrons, ça s'élimine. Je dois éliminer les électrons quand je construis ma réaction globale d'oxydoréduction. De l'autre côté, vous avez N2 red 1 plus N1 ox 2. Voilà votre réaction globale schématique, réaction globale d'oxydoréduction. Donc là, ça correspond à ma réaction globale d'oxydoréduction. Donc c'est
ce que j'ai ici, cette réaction globale d'oxydoréduction, ici, d'accord, que vous retrouvez donc ici, enfin que vous avez ici. Donc ça, c'est votre réaction globale d'oxydoréduction. Donc voilà comment j'établis cette réaction globale d'oxydoréduction. Ici, je vais regarder, je vais ajuster mes coefficients de sorte que quand j'additionne, j'élimine les électrons et j'ai toujours oxydant 1, réducteur 2, réducteur 1, oxydant 2 de l'autre côté. Alors, ici, j'obtiens une réaction globale d'oxydoréduction dans laquelle il n'y a plus d'électrons. Par conséquent, c'est une réaction en solution. Ce n'est plus une réaction, ce n'est pas une réaction électronique. C'est la somme de deux réactions électroniques qui me donne une réaction globale d'oxydoréduction. Pour cette réaction globale d'oxydoréduction, ma condition d'équilibre, ça va être QR égale K. Donc, je vais avoir à calculer, je vais avoir une constante d'équilibre K pour cette réaction globale d'oxydoréduction. Cette constante d'équilibre K, eh bien, je vais la déterminer de la façon suivante. Je vais utiliser le delta Rg0 de la réaction, le delta G0 de réaction. Donc ici, mon delta G0 de la réaction dans le sens 1. Donc le delta G0 de la réaction, ici, sens 1. Je vais l'écrire ici pour le sens. Donc c'est sens 1. Donc ça, c'est dans le sens 1, un sens direct. Donc ce delta G0 de réaction, comment je vais le déterminer? Je vais utiliser ici, je vais faire un cycle, une espèce de cycle thermochimique en disant voilà, que j'ai ça, plus ça qui va me permettre de donner ça. Et donc, j'ai finalement le delta G0 de réaction qui va être égal à la variation d'enthalpie libre que je mets en jeu dans cette réaction-là. Ici, c'est une réaction de réduction. La première réaction, je pars de l'oxydant et je forme le réducteur 1. Donc, c'est delta G0 réduction 1. Ce delta G0 de réduction 1, j'ai vu que dans l'équation de Nernst, j'avais exprimé ce terme-là. Ce terme-là, il est relié au E0. Donc, il va être relié au E0 du couple 1 par la relation moins N1 F fois E01. Donc ça, c'est le delta G0 réduction qui correspond à cette réaction-là faite dans le sens 1. Ici, pour ma réaction 2 ma deuxième réaction faite dans le sens 1, c'est cette fois-ci une oxydation. Je pars de réducteur 2 et je forme l'oxydant 2. Donc c'est une oxydation. C'est donc l'opposé de la réduction. Et la réduction s'exprime comme moins NFE02, mais comme ici c'est moins réduction, eh bien ça me fait plus N2FE02. Cette réaction-là, je l'ai multipliée par N2, celle-ci, je l'ai multipliée par N1. Je vais donc avoir, quand je fais la somme ici, quand je fais la somme de ça plus ça pour obtenir la troisième réaction, eh bien je vais avoir les coefficients N2 fois N1 ici et N1 fois N2 ici. Et je me retrouve avec ce terme-là, moins N1, N2 fois F, fois le delta E0, ici E01, moins E02. Donc ça, c'est ma somme de variation d'enthalpie libre, delta G0 de réaction, qui est la somme ici, ce qu'il y a ici, et ici, sans oublier les coefficients N2, N1 qu'on a utilisés pour faire la somme des deux réactions. Donc j'obtiens delta G0 de réaction, qui est exprimé en fonction des E0, E01, E02. Je sais d'autre part que le delta G0 de la réaction, quand j'utilise ma variation d'enthalpie libre à l'équilibre est égale à 0, eh bien j'en déduis que, delta G0 de réaction est égal à moins RT log de K. Donc j'ai une relation qui relie la constante d'équilibre K et la variation d'enthalpie libre standard de réaction, donc une réaction chimique donnée. Ici, delta G0 réaction est égal à moins RT log de K. J'en déduis donc ici que delta G0 réaction
delta G0 réaction, eh bien, je fais l'égalité entre ce terme-là et ce terme-là, et j'aboutis à l'expression de la constante K, qui est 10 puissance N1, N2 sur 0,06. Donc, la pente de Nernst, vous allez la retrouver ici avec F, R, T, et vous avez log népérien. Ici, c'est log décimal, puisque vous avez fait 10 puissance. Donc, vous avez le passage log népérien à log décimal, 2,3 log de K, et donc 2,3 RT sur F, qui est égal à la pente ici de Nernst. Je prends 0,06 volts à 25 degrés. Donc, je vais avoir cette expression-là, qu'on écrit de façon générale. La constante K est égale à 10 puissance ppmc sur 0,06 E01 moins E02. Donc, on va utiliser cette relation-là. Ben voilà, pour le calcul de la constante K. Alors, on pourrait faire exponentielle, effectivement. Ça serait, je donnerais la constante K sous forme de exponentielle, etc. Mais on va la trouver, la formule qu'on va trouver le plus souvent, ça sera la formule sous forme 10 puissance. 10 puissance. Parce qu'une constante K, généralement, on l'exprime comme, je réponds au commentaire de Florent, une constante K, on l'exprime comme 10 puissance plus quelque chose, 10 puissance moins quelque chose. Donc, on va plutôt utiliser le terme 10 puissance plutôt que le terme exponentiel. D'accord? Ici, on remplace dans l'écriture, par exemple, dans cette écriture-là, je vais écrire ça, c'est égal à moins RT fois 2,3 log. À ce moment-là, je vais écrire log de K. D'accord? Vous allez écrire quelque chose comme ça. Moins RT fois 2,3 log de K. Et puis ensuite, voilà, je passe en 10 puissance après. D'accord? Donc voilà, la relation que vous allez retenir, c'est celle-ci. Je vais le mettre ici, égal K. Voilà. Donc la relation qu'on retient, généralement, c'est cette relation-là. Donc ici, on va l'écrire, on va la voir sous cette forme-là. Voilà, on va l'utiliser sous cette écriture-là. On va l'utiliser sous cette écriture-là. Ici, K est égal à 10 puissance ppmc sur 0,06 E01 moins E02. Alors, ppmc, donc c'est bon, enfin, Alain a répondu à la question de Xavier, c'est effectivement plus petit multiple commun. D'accord? On avait pris par exemple 2 et 3. Si N1 est égal à 2 et si N2 est égal à 3, eh bien le plus petit multiple commun entre 2 et 3, c'est 6. D'accord? Par contre, si vous avez 1 et 2, vous 2 et 4, le plus petit multiple commun, c'est 4. D'accord? Parce que entre 2 et 4, c'est, voilà, vous prenez le plus petit multiple commun. Alors, ici, donc, avec cette constante K, on peut utiliser, on va voir que la constante K, finalement, elle est reliée à la règle du gamma. Ici, si vous avez E01 qui est plus grand que E02, vous allez donc mettre ici oxydant 1, réducteur 1 en haut et oxydant 2, réducteur 2 en bas. D'accord? Donc, sur votre échelle de E0, vous mettez toujours à gauche les oxydants et à droite les réducteurs. Donc ici, pour mon couple 1, il est au-dessus du couple 2, donc je mets là, le couple 2 ici, avec les valeurs de E0 correspondantes. Par exemple, tout à l'heure, on avait le cuivre Cu2+, Cu à 0,34 volts, et le système Fer2+, Fer0, fer métal, à moins 0,44 volts. On les place en fonction des valeurs de potentiel E0. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le gamma que je peux tracer, c'est un gamma qui part de oxydant en haut, oxydant 1, et qui descend vers le réducteur 2, le réducteur en bas. Donc ici, vous avez un départ de règle de gamma, ici, en partant de là,
et en allant là. Et donc, vous bouclez ce gamma et vous en déduisez la réaction qui est favorisée. Ça, plus ça, donne ça, plus ça. C'est la réaction qui est écrite ici. Oxydant 1 plus réducteur 2 donne réducteur 1 plus oxydant 2. C'est la réaction que vous avez ici. Cette réaction, comme vous pouvez tracer un gamma, cette réaction, elle est donc favorisée spontanée. Vous avez quelque chose qui est favorisé spontané, et ça, c'est associé. Donc ça, c'est associé à une valeur de constante K qui va être très grande devant 1. Vous allez avoir ici 10 puissance plus quelque chose. D'accord? Quand c'est favorisé spontané, eh bien, vous allez avoir, on aura ici 10 puissance, enfin K égale 10 puissance, de l'avoir 10 puissance plus quelque chose. Donc 10 puissance. Donc ici, bon, on faudra faire le calcul, bien sûr. Vous aurez quelque chose qui est en 10 puissance plus quelque chose. 10 puissance, un grand nombre. Un nombre élevé, enfin 10 puissance plus quelque chose. Donc ici, un gamma spontané, 10 puissance plus un nombre. Donc quelque chose qui est très grand devant 1. Donc très grand devant 1. Par exemple, 10 puissance 13,3. Une valeur qui est très grande devant 1. Si vous avez un gamma voilà, qu'une certaine amplitude, vous aurez une valeur de constante K qui est très grande devant 1. Donc quand on dit K très grand devant 1, ou je peux tracer un gamma, c'est la même chose. Ça veut dire, j'ai une réaction qui se fait, qui est spontanée, qui est favorisée, qui est spontanée. Inversement, si vous ne pouvez pas tracer de gamma, ça veut dire que E0,1 est plus petit que E0,2, et à ce moment-là, ben, votre constante, elle est très petite devant 1, et donc la réaction n'est pas favorisée. Elle n'est pas favorisée dans le sens direct, il n'y a pas de gamma. D'accord? Donc le gamma, ça vous dit réaction, la réaction se fait, ça veut dire que la constante, elle est très grande devant 1. Donc on peut calculer des constantes K, mais généralement, on va faire des résolutions tout ou rien. Si on obtient un gamma, on va dire que c'est une réaction totale. On a une réaction qui est totale ou quasi totale. D'accord? Donc ici, quand j'écris ça, ça veut dire finalement que je vais considérer que ma réaction, elle est j'ai une réaction quasi totale. Donc là, ça serait associé ici à réaction quasi totale ou réaction totale. Donc là, je vais dire, en quelque sorte, je vais considérer ça comme une réaction totale. Donc réaction totale, ça veut dire, ici, je ne vais pas m'embêter à calculer des epsilon, des valeurs restantes epsilon. Je vais en fait considérer ça, faire une résolution de réaction totale, c'est-à-dire je consomme totalement, il m'en reste plus, ça fait 0, et puis je forme totalement ça. Voilà, je vais avoir une résolution qui va être faite comme ça, résolution style réaction totale. Quand j'ai un gamma ici, une réaction qui se fait de façon très favorisée, donc par le gamma, je vais considérer que c'est une réaction totale. D'accord? Donc soit ça se fait, le gamma, ça marche, c'est donc je fais ça comme une réaction totale, soit la réaction ne se fait pas parce que je ne peux pas tracer de gamma. Et ce gamma, donc on voit qu'il est associé à la valeur de constante K, très grand devant 1, 10 puissance plus quelque chose, gamma, très petit devant 1, 10 puissance moins quelque chose, pas de gamma. Favorisé, réaction ne se fait pas. Donc on va utiliser ces critères-là dans l'établissement de nos réactions globales d'oxydoréduction. Donc, je répète encore, c'est entre un oxydant 1 et un réducteur 2, et de l'autre côté, réducteur 1, oxydant 2. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire oxydant 1 plus oxydant 2,
Vous n'avez pas le droit d'écrire, de tout mettre du même côté. Vous n'avez pas le droit de mettre deux oxydants d'un côté plus un réducteur. D'accord? Par exemple, si vous voyez, des fois avec l'eau, vous pouvez avoir tendance à rajouter des H2, des O2. Ça, non. Parce que ça fait comme si vous mettiez deux oxydants ou des réducteurs, deux réducteurs. Ça, c'est pas bon. Une réaction globale d'oxydoréduction, c'est oxydant 1, réducteur 2, et de l'autre côté, réducteur 1, oxydant 2. Donc voilà pour l'établissement d'une réaction globale d'oxydoréduction. Alors après, donc, ça nous emmène au diagramme potentiel pH. Donc on va revenir au TD, repartir donc sur le TD.